Il est 20h03. Bon, il y a 29 connexions. Normalement, on en attend plus de 70. Mais comme on le dit souvent, entre ceux qui s'inscrivent et qui viennent pas, et ceux qui s'inscrivent pas mais qui viennent, je pense que ça va venir tout doucement. Coucou Corinne, c'est Emeric. Bonsoir. Bonsoir Émeric, ravi de te voir connecté. Idem. Tu vas bien? Je vais bien. Et toi aussi, Ok. Tu j'espère. étais en train de dire qu'on attendait encore du monde, c'est ça? Oui, 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 un petit Ok. peu, mais bon, on ne veut pas emboliser votre soirée à tous. C'est déjà très sympa de vous être connectés. Pas de souci. Et, et on tenait vraiment à vous faire connaître ce dispositif, ce réseau de SOS Cheville. Bien pratique. Eh ben, écoute, je retourne m'asseoir dans mon coin. À tout à l'heure. Vous voyez, Émeric de Chardon est installé dans la Meuse. On a essayé vraiment de toucher. Je vois quelques noms de Vosgiens, je vois quelques noms de Mosellan, d'Alsace aussi. Puis après, bah, je ne connais pas tout le monde, hein. Voilà. Donc, si vous voulez bien tous couper vos micros, vous pouvez mettre vos caméras, il n'y a aucun souci. Mais par contre, sachez que ce webinaire est enregistré parce qu'à la demande de beaucoup de monde, quand même, il nous a été demandé de faire le replay. Et pour être un petit peu discipliné, si je puis dire, nos deux chirurgiens vont prendre la parole, mais ensuite, si vous pouvez poser au cours de leur exposé ou à la fin vos questions dans le chat, ainsi, bonsoir Géraldine, ainsi je pourrai les lire à voix haute de façon à ce qu'elles soient enregistrées aussi et que tout le monde puisse avoir la réponse de nos deux chirurgiens. Voilà. Donc, ben, vais peut-être vous laisser vous présenter, docteur Lebert et docteur Bloch. Allez-y, moi je coupe mon micro. Parfait. Et oui, bah, bonsoir à tous. Merci donc de vous connecter pour cette courte intervention donc en webinaire. On va essayer de tenir moins d'une heure. Donc moi, je suis le docteur Frédéric Laibert, je suis chirurgien du pied et de la cheville à Strasbourg, à la clinique de l'Orangerie. Et puis, nous avons avec nous le docteur Damien Bloch, Bonsoir. qui est aussi chirurgien du pied et de la cheville exclusif, mais à Metz. Notre but, c'est d'essayer de développer un système de SOS cheville qui va ressembler à un système d'SOS main, mais pas tout à fait, en étant un petit peu plus virtuel. Et ça, je vais vous l'expliquer donc, au fur et à mesure de nos topos. Donc, pour commencer, je vais vous parler un petit peu de la raison d'être de SOS cheville, mais aussi peut-être un peu de ce qu'on appelle la nosologie, c'est-à-dire les termes et la bonne utilisation des termes, notamment dans les traumatismes de la cheville, qui vont nous permettre de mieux communiquer ensemble. Donc, ça sera un peu mon introduction. Donc, j'aurai donc un premier topo sur le réseau et sur la bonne utilisation des termes et aussi sur un peu quand nous envoyer à nous chirurgiens les chevilles qui n'ont pas l'air d'aller bien. Et ensuite, Damien enchaînera avec un topo plus chirurgical, notamment sur l'arthroscopie de cheville, et vous allez voir beaucoup de choses. Voilà, ce qu'on peut faire nous en chirurgie, et ce que vous n'avez pas l'habitude de voir. Ça, vous voyez les patients avant, on les opère, vous les voyez après. Ben là, vous allez voir le pendant la chirurgie grâce à Damien. Damien, peut-être tu peux nous rappeler juste de quelle clinique tu es, toi? Moi, c'est donc la clinique Claude Bernard à Metz. C'est juste à côté du centre médical Coubertin, là où je consulte. Parfait. Ben alors, je vais partager mon écran. Normalement, ça devrait fonctionner. Hop, paf, et paf. Alors ça, je diminue, sinon moi, je vois rien. Juste une question, vous voyez ma souris? Oui, Ah bah parfait, merci. Donc, si vous voulez bien vous réserver les questions pour la fin, ça me permettra d'être un peu plus fluide dans les topos. Et si vous voulez bien tous couper vos micros pour qu'on ne soit pas interrompu pendant les exposés. Donc, bon, voilà, cet exposé, c'est un peu quand et pourquoi adresser un patient qui a un traumatisme de la cheville au chirurgien. Alors, si on n'arrive pas à s'entendre, bah, c'est un peu comme cette bande dessinée que vous avez peut-être lue dans votre enfance, La Zizanie. On a une petite tendance à ne pas se comprendre et à se fâcher entre professionnels de santé si on n'utilise pas les bons termes. Donc, ce qu'on appelle la nosologie méthodique, ça a déjà été défini, vous voyez, au XVIIIe siècle. Eh bien, c'est la bonne utilisation des termes de chaque maladie et puis de chaque symptôme. Et j'aimerais bien vous parler un petit peu donc des termes utilisés dans les traumatismes de la cheville, en commençant par le terme de traumatisme.
Alors pour ça, on est assez aidé en nosologie par le dictionnaire de l'Académie nationale de médecine. Vous pouvez d'ailleurs juste chercher, quand vous cherchez un terme, vous cherchez sur Internet, vous tapez dictionnaire de l'Académie nationale de médecine et vous tapez votre terme, et vous avez pas mal de définitions. Donc, définition du traumatisme, c'est le résultat sur l'organisme humain d'une action physique nuisible. En grosso modo, eh bien, c'est le choc, le mécanisme qui va créer la lésion. Donc, le traumatisme, il va être à l'origine d'une lésion. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le terme d'entorse de cheville est vraiment galvaudé et toutes les personnes qui subissent en fait un traumatisme viennent nous voir en disant qu'ils ont eu une entorse. Ben, tous les traumatismes ne sont pas forcément des entorses. Donc, il faut toujours faire attention aux termes qu'on utilise et tant qu'on n'a pas de diagnostic, le patient, eh ben, il a présenté un traumatisme et pas forcément une entorse. À titre d'exemple, nous avons dans une revue, pardon, cet article brésilien qui s'est amusé à aller faire des IRM systématiques aux patients qui présentaient une entorse de la cheville. En fait, ils avaient un service d'urgence et ils ont pris 180 patients qui sortaient des urgences avec un diagnostic d'entorse. C'est-à-dire qu'en fait, les traumatismes de la cheville avaient déjà été triés aux urgences. Quand ils avaient une fracture de la cheville, ils étaient éliminés. Et puis quand on faisait quelques examens ou pas d'examens, et puis on disait, bon, bah, celui-là, il a une entorse de cheville, on va lui mettre de la kiné, puis une attelle. Eh bien, tous ces patients-là, ils allaient leur faire une IRM 3 semaines ou un mois après pour aller vérifier leurs lésions, donc de manière systématique. Alors, à votre avis, petite devinette, sur 180 patients qui sortaient avec une entorse de cheville, combien de lésions avait chaque patient? Est-ce que sur les 180 patients, vous aviez 180 lésions, donc chaque patient avait une lésion? Ou est-ce qu'ils avaient entre 180 et 200 lésions, entre 200 et 300 lésions? Ou est-ce que vous pensez qu'ils avaient plus que 300 lésions? Ne répondez pas dans le chat, répondez dans votre tête. Donc, vous pensez qu'ils ont combien de lésions, ces patients? Eh bien, cette étude a démontré que les patients avaient plus que 300 lésions. Ça veut dire qu'en fait, que chaque patient a 2,3 lésions. Donc, on est bien loin de l'idée de se dire que les patients avaient juste une entorse de la cheville. Ils ont une entorse de cheville et un certain nombre d'autres lésions en plus. Voilà un peu la liste des lésions qu'on peut retrouver. Alors, bien sûr, au premier plan, ici, on va retrouver les entorses du ligament latéral externe et de leurs 3 faisceaux. Mais vous voyez, il y a toute une autre série d'entorses. Là, les entorses de la syndesmose, du LTFAI, il y en avait quand même 15. Là, nous avons les entorses du chopard avec le ligament talonaviculaire, ligament bifurqué. Donc une entorse finalement qui n'a rien à voir avec le complexe ligamentaire externe. Et puis encore toute une autre série plus bas, le rétinaculum des extenseurs, les entorses du lisfranc. À droite, vous avez les différentes fractures qui ont été retrouvées. Donc souvent, c'est des fractures parcellaires peu importantes, mais c'est autre chose qu'une entorse de cheville. Alors, ah bah là, ça me l'a mis, pas de chance. Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que lorsque les gens ont un traumatisme de la cheville, ils vont avoir la plupart du temps un diagnostic principal, un diagnostic évident, et c'est pour la plupart une entorse du ligament latéral externe. Donc, vous voyez, on avait 135 lésions du faisceau antérieur, 108 du faisceau moyen et une du faisceau postérieur. Donc, le diagnostic principal, c'est souvent une entorse du ligament latéral externe, mais dans certains cas, eh bien, c'est un autre diagnostic qui n'est pas forcément vu aux urgences. Et à ce moment-là, on parle de diagnostic différentiel. Et parfois, il y a un autre diagnostic qui se rajoute à cette entorse de ligament latéral externe, et on parlera alors de diagnostic associé. Donc, les traumatismes de la cheville entraînent des lésions qui sont souvent multiples, avec au centre, bien sûr, l'entorse du ligament latéral externe, mais beaucoup de choses à côté qui vont souvent expliquer que lorsque vous revoyez les patients après, ils ont des douleurs qui sont un peu diffuses ailleurs et qui ont un autre diagnostic ou un diagnostic associé à leur entorse du ligament latéral externe. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour éliminer ces diagnostics? Alors, on a un peu d'aide, la connaissance anatomique, c'est quand même le plus important. Là, vous avez une magnifique pièce anatomique. Alors, j'espère que vous n'êtes pas en train de manger et si vous n'avez pas d'enfants à proximité, sinon vous les éloignez parce qu'il y aura quelques figures anatomiques pendant ce topo. Donc, voilà une belle dissection anatomique qui nous montre les différents ligaments de la cheville. Et c'est vrai qu'on a la chance, avec la cheville, de pouvoir palper facilement tous les reliefs anatomiques. Donc là, nous aurons ici facilement le ligament latéral externe, qui s'appelle maintenant le LCL, un collatéral latéral, ici avec son faisceau antérieur, ici avec son faisceau moyen.
donc là, vous avez faisceau antérieur et moyen. D'ailleurs, vous voyez qu'ils sont un peu en continuité. Vous voyez que c'est un complexe ligamentaire, hein. Ce n'est pas juste deux ligaments complètement séparés. Ils sont bien accrochés l'un avec l'autre. Donc ça, c'est notre faisceau antérieur et moyen, donc du ligament latéral externe. Et donc, si on suspecte une entorse de ce ligament latéral externe, il faut que vous, ensuite, quand vous le suivez en kiné, ben, vous ayez une douleur sur ce ligament latéral externe. Si la douleur est située ailleurs, a priori, ben, le patient n'a pas une entorse du ligament latéral externe, il a un autre diagnostic. En particulier, ben, des entorses de la syndesmose. Et donc, vous voyez ici, à distance, vous avez le LTFAI, donc le ligament antérieur de la syndesmose, qui est là. Et ce ligament-là, il est bien à distance du ligament latéral externe. Donc là, ben, à la palpation, si le patient il a mal par ici, il y a beaucoup plus de chances qu'il ait une lésion de la syndesmose qu'une lésion du ligament latéral externe. Pour ce qui est du chopard, on parlait de l'interligne ici talonaviculaire avec le ligament talonaviculaire sur le dessus, le ligament bifurqué par ici. Là aussi, on est bien à distance de la malléole externe et du ligament latéral externe. Donc, à la palpation, vous pouvez ressentir des douleurs qui sont ailleurs que sur notre ligament latéral externe. Donc, l'examen clinique est particulièrement important et vous avez cette chance, vous, kiné, manipuler les patients, de connaître l'anatomie. Et donc, au fur et à mesure de la fonte de l'œdème, en suivant les patients, vous allez pouvoir dépister finalement des lésions qui ne sont pas que des lésions du ligament latéral externe. Donc, comment éliminer ces diagnostics? Eh bien, surveiller l'évolution, c'est ce que je vous disais. Le médecin généraliste ou l'urgentiste qui verra le patient, il va le voir une fois au début avec une cheville très très gonflée. Et ensuite, il va vous le confier. Et en fait, souvent, c'est vous qui, au fur et à mesure du temps, allez trouver des trucs un peu anormaux, des évolutions qui sont traînantes ou des douleurs qui ne sont pas au bon endroit. Pourquoi pas? Parce que ça arrive parfois, une rupture du tendon d'Achille qui a été ratée. Et donc, au fur et à mesure du temps, vous surveillez l'évolution. Il faut que ça colle avec l'entorse du ligament latéral externe, sinon c'est autre chose. Vous allez devoir rechercher des signes qui sont un peu anormaux. Donc, la première, c'est ce que je venais de vous dire, c'est la concordance entre le diagnostic et la clinique. Il faut que la douleur soit au bon endroit. Vous avez aussi des signes spécifiques. Alors, si vous avez une luxation des fibulaires, le patient vous dit bah, j'ai un claquement sur des fibulaires, vous voyez les tendons fibulaires qui claquent sur la malléole externe, bah, vous avez un signe spécifique, bah, vous savez que c'est autre chose qu'une entorse du ligament latéral externe. Si vous avez une rupture du tendon d'Achille, le patient, bah, vous voyez qu'il a un tendon d'Achille qui est empâté, il n'arrive pas à monter sur la pointe des pieds, vous avez des signes spécifiques qui peuvent aussi vous orienter et vous faire dire ah là, il y a un truc qui n'est pas normal. Ensuite, c'est une notion un petit peu plus vague, mal définie. Et c'est vrai qu'il faut quand même que le patient aille mieux avec une entorse de la cheville en 10-15 jours. Si au bout de 10-15 jours, il y a toujours une impotence fonctionnelle qui est absolument majeure, il faudrait peut-être quand même penser à alerter et à dire bah, tiens, il faut retourner voir le médecin généraliste, il faut faire quelque chose pour vous, parce que là, l'entorse, ça me paraît quand même un petit peu inhabituel par rapport à l'habitude. Et puis une autre notion, le retour à l'activité, c'est-à-dire qu'un arrêt de travail au-delà de 6 semaines à 2 mois, avec une impotence fonctionnelle certes moins importante que à 10-15 jours, mais qui empêche le patient de reprendre le travail, ça c'est quand même aussi quelque chose qui devrait nous interpeller, bien qu'il n'y ait pas d'études scientifiques pour donner des bornes temporelles exactes. Le deuxième, donc, premier terme que je voulais définir, le traumatisme, qui crée des lésions, et cette fameuse entorse. L'entorse, donc je vous le rappelle, ce n'est pas le mécanisme. L'entorse, c'est bien une lésion traumatique d'un ou plusieurs ligaments. Donc pour parler d'une entorse, il faut qu'il y ait un ligament qui ait une rupture, un étirement ou qui ait une atteinte, une lésion de ce ligament. Tant qu'on n'a pas la preuve quelque part qu'on a une lésion du ligament, on ne peut pas véritablement parler d'entorse. De la même manière, j'aime bien dire que l'entorse de cheville n'existe pas. On fait une entorse d'un ligament, on ne fait pas une entorse d'une région anatomique. Donc, si vous faites une entorse, il faut nous dire si c'est une entorse du ligament latéral externe, une entorse de la syndesmose, une entorse du ligament interosseux, une entorse des ligaments du chopard. Mais normalement, si on dit entorse, il faut aller préciser quel ligament est abîmé. En grosso modo, je viens de vous le dire, surtout le ligament latéral externe, le ligament latéral interne aussi, la syndesmose et le chopard. Ensuite, un autre terme que j'aimerais bien définir avec vous, c'est la fameuse laxité de cheville. Là, il va y avoir quelques images anatomiques un peu impressionnantes, donc écartez les noms médicaux, paramédicaux des ordinateurs. Donc, la laxité, c'est un mouvement d'amplitude excessive perçu par l'observateur en cas de lésion capsulo-ligamentaire d'une articulation. Donc, c'est ce fameux varus ou ce tiroir. Voilà un exemple.
Je vous conseille d'ailleurs, si vous voulez rechercher les tiroirs et les varus initialement, d'aller mettre les patients en décubitus ventral, de leur plier le genou et de les examiner dans cette position. Ça va permettre notamment de détendre le complexe tricipito-achilléo-plantaire et donc de démasquer plus facilement le tiroir et le varus. Et puis souvent, dans cette position, les patients sont moins tendus, ils arrivent à se détendre un petit peu plus, vous pouvez mieux les tester. Le tiroir antérieur, vous déplacez votre bloc calcanéo-pédieux vers l'avant. Et puis en varus, eh bien, c'est aller rechercher une ouverture ici en externe dans la tibiotalienne. Un petit exemple, c'est là qu'il y a des images anatomiques. Attention, voilà un testing de la laxité donc sur un cadavre. Nous voyons ici, j'espère que vous voyez ma flèche, ici vous avez le faisceau antérieur du ligament latéral externe. Voilà, ça bouge un peu, je vais remettre sur pause. Ici, vous avez le faisceau antérieur du ligament latéral externe. Ici, vous avez le faisceau moyen du ligament latéral externe. Et vous voyez les deux tendons fibulaires qui passent par-dessus ce faisceau moyen. Ce qui veut dire d'ailleurs que le faisceau moyen est assez difficile à palper parce que les tendons fibulaires vont vraiment passer par-dessus notre faisceau moyen. Donc la palpation se fait plus sur les fibulaires que sur le faisceau moyen. Et lorsque, là, nous testons cette cheville, voilà, je vais la remettre, ça va recommencer. Ouf. Ici, nous l'avons en varus. Vous voyez qu'il y a une tension qui se met dans le ligament et que le varus est arrêté. Et pareil pour le tiroir. Lorsque vous avancez, vous avez les ligaments qui vont vous empêcher de faire ce mouvement de tiroir qui est très fin. Ici, nous avons une rupture. Là, vous voyez que nous coupons le ligament au bistouri et ça va nous donner ce fameux varus et ce fameux tiroir qu'on va avoir après. Donc, vous voyez que vous pouvez tester ainsi la qualité de vos ligaments. Donc là, nous sommes dans un état de laxité par rupture des ligaments. Alors, c'est bien intéressant, là, ces petites manipulations, on va dire, anatomiques. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les ligaments ne sont pas coupés au bistouri, ils ont plutôt tendance à s'arracher. Lorsqu'ils s'arrachent, le corps humain va mettre de l'hématome et va avoir tendance à faire une fibrose et une cicatrisation de ces ligaments. Et donc, des varus, des tiroirs aussi importants que ce qu'on vient de voir, on ne l'a pas, parce que souvent, le ligament va se recicatriser. Et d'ailleurs, souvent, on a un peu un cercle vicieux d'entorses qui se cicatrisent, qui se rerompent sur un nouveau traumatisme, qui refont une entorse, qui se recicatrise. Et on a une cicatrice de ligament et un pougnac de ligament qui parfois peut être réinséré, mais ça, Damien Bloch vous en parlera un petit peu mieux tout à l'heure. Donc, retenez, la laxité, c'est vraiment ce que vous allez tester à l'examen clinique et vous devez le faire de manière comparative avec le côté opposé. Donc, on a défini le traumatisme de la cheville, on a défini l'entorse de cheville, on a défini la laxité de cheville. Et maintenant, on va parler de l'instabilité de cheville. L'instabilité de cheville, c'est la sensation subjective d'une cheville qui lâche, qui se dérobe, une sensation d'insécurité. C'est donc quelque chose de purement subjectif. La laxité, c'est quelque chose d'objectif, c'est l'observateur. L'instabilité, c'est quelque chose de subjectif, c'est ce que va ressentir notre patient. Alors ça aussi, c'est toujours la définition de l'Académie nationale de médecine, c'est ce que ressent le patient. Quand on parle d'instabilité de cheville, on sous-entend que c'est une instabilité du plan externe. Vous avez extrêmement peu d'instabilité du plan interne, ou alors c'est dans des cas particuliers comme des pieds plats évolués ou des choses comme ça. Et vous avez éventuellement des instabilités de la syndesmose, mais là aussi c'est un cas particulier. Donc lorsqu'on dit instabilité de cheville, on parle a priori du complexe ligamentaire externe. À savoir quand même que cette instabilité va favoriser justement des traumatismes en inversion de cheville qui peuvent donner des nouvelles entorses, ou ce qu'on peut appeler des épisodes d'instabilité ou de dérobement, c'est-à-dire que le patient peut avoir la cheville qui se lâche, mais ça ne va pas abîmer le ligament, ça ne fait pas d'entorse, mais le patient a quand même eu une sensation de dérobement à cette cheville qu'il a lâchée. On le retrouve dans la définition scientifique de l'instabilité. Pour ceux qui connaissent l'International Ankle Consortium, c'est une sorte de société savante, on va dire, très anglo-saxonne malheureusement, mais qui a essayé de définir un peu les bases pour pouvoir discuter scientifiquement d'entorse de cheville, d'instabilité de cheville. La base pour parler d'une instabilité de cheville, il faut que votre patient ait eu un antécédent d'entorse de cheville significative,
Donc, il faut qu'il ait eu au moins un jour d'arrêt de travail ou qu'il y ait une lésion, plus facilement, qu'il y ait une lésion à l'IRM. Si vous avez une lésion à l'IRM, a priori, le patient a eu une entorse significative. Mais ça ne suffit pas. Il faut en plus que le patient présente un des signes suivants, donc des épisodes d'instabilité ou de dérobement, la cheville qui lâche de temps en temps. Ah, tiens, ça m'a lâché, je marchais sur un pavé, ça m'a lâché, mais je me suis rattrapé. Ça, c'est un épisode d'instabilité, c'est un dérobement. Ou alors, qui présente des récidives d'entorse. Et on va parler de récidives d'entorse à partir de la troisième. Donc pour eux, dans cette définition scientifique, il faut 2 entorses dans le passé, plus celle dont on parle là, pour parler d'entorse à répétition et d'instabilité de cheville. Et enfin, la sensation d'instabilité, la cheville qui n'est pas en sécurité, le patient ne se sent pas en sécurité en marchant sur sa cheville, en utilisant sa cheville, est aussi un critère d'instabilité. Donc vous voyez que finalement, dans l'instabilité, qui a été définie donc, par cet International Anchor Consortium, où il y a surtout des médecins, des rééducateurs et des kinés, hein, dans ce groupe-là, il y a peu de chirurgiens, eh bien la définition, elle est purement subjective, et on y est assez rapidement. Il suffit de 3 entorses, il suffit d'avoir des dérobements de temps en temps, et des sensations d'instabilité ou de la peur d'une nouvelle entorse. Très rapidement, vous le savez ça certainement, on va diviser un peu en 2 parties l'instabilité de cheville. Il y a l'instabilité mécanique et l'instabilité fonctionnelle. Ça tombe bien, l'instabilité fonctionnelle, c'est vous, c'est les kinés, et l'instabilité mécanique, c'est nous, les chirurgiens. Grosso modo, nous, en réparant le ligament ou en faisant un nouveau ligament, on va pouvoir travailler sur l'instabilité mécanique, mais on ne va jamais travailler la stabilité fonctionnelle. C'est à vous de rattraper la stabilité fonctionnelle secondairement, même à la limite, on va abaisser, on va annuler, on va annihiler la stabilité fonctionnelle en opérant le patient. Et à l'inverse, vous, en stabilité fonctionnelle, vous aurez beau maxer la stabilité fonctionnelle, s'il y a une instabilité mécanique, eh bien, vous arriverez difficilement à la compenser, ou alors à condition que le patient ne se mette pas dans des situations à risque de nouvelle entorse. Donc, chacun a un petit peu son rôle. Maintenant, on parle un petit peu de l'histoire naturelle de la lésion du ligament latéral externe. Je vous dis, il y a un traumatisme qui est à l'origine d'une lésion, donc a priori une entorse du ligament latéral externe. Et ce ligament latéral externe va se cicatriser comme il peut, la nature étant bien faite. À partir de cette cicatrisation, on a 2 choix. Soit on va partir vers une instabilité, donc c'est ce que je viens de vous donner comme définition, soit on va partir dans un autre état qui s'appelle le copper. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme-là. Le copper, en anglais, ça veut dire débrouillard. Donc c'est un patient qui a eu une entorse de cheville, a une lésion du ligament, a peut-être même une laxité, mais n'a pas d'instabilité. C'est-à-dire qu'il s'est sorti de son entorse par le haut sans devenir instable. Il n'a pas de dérobement, il ne se sent pas instable et il n'a pas encore fait de 3e entorse. Donc ça, c'est le patient Copper. Ce qui veut dire que on peut avoir un patient a priori qui a une lésion à l'IRM, qui a une petite laxité quand on l'examine, mais qui finalement se plaint de rien. C'est ce qu'on appelle le Copper. Cela dit, les coppers ne sont pas si nombreux que ça. Si on regarde les études, on retrouve que 32 à 74% des patients qui ont une entorse grave du ligament latéral externe ont des symptômes persistants ou des déficits fonctionnels. Que 70% des patients récidivent quand ils sont sportifs et que 40% développent une instabilité de cheville. Donc, la quantité de coppers n'est finalement pas si importante que ça. Alors, la question qu'on se posait au début de ce topo, c'était quand doit-on adresser un patient au chirurgien? Donc, on parlait de l'instabilité, bien sûr, mais ce n'est pas tout. Nous, on s'occupe surtout en chirurgie, après les entorses de cheville, on s'occupe des séquelles de ces entorses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de place pour une réinsertion ou une suture directe d'une entorse grave, même chez un patient particulièrement sportif, même chez un patient de Ligue 1, même chez un patient pro. Il n'y a pas de raison d'aller réaliser une suture directe de son entorse du ligament latéral externe, même si elle est là. Ah, il y a un enfant qui participe. Pensez donc à couper vos micros. Donc, nous, chirurgiens, on est là pour s'occuper des séquelles d'entorse du ligament latéral externe, donc grosso modo du chronique. Donc, ça peut être des séquelles douloureuses,
Alors, si on dit séquelles douloureuses et chroniques, il faut qu'on parle un peu de délai, grosso modo entre 4 et 6 mois. Donc, si le patient a toujours mal sur son ligament externe à 4 à 6 mois, ben, on va peut-être s'interroger à l'opérer, pour le réinsérer ou traiter un conflit antérieur. Pensez à votre micro, s'il vous plaît. Julien, Attends. s'il te plaît, si tu peux couper Allez, ton t'as fini? micro. C'est bon, merci. Julien, ton micro On y va. est ouvert. Ah non, toujours pas. Bon. Donc, en chronique, nous aurons donc cette séquelle douloureuse d'entorse. Là, c'est la chronique. On n'arrive pas à couper le micro de manière externe. Là, j'y arrive pas justement. J'essayais, mais j'y arrive pas. Essayez. Merci. Et donc, cette séquelle douloureuse est un motif pour nous envoyer le patient, mais pas à 2 mois, pas à 3 mois. Il faut quand même qu'on ait laissé le temps à la cheville de cicatriser. Donc, un délai de 4 à 6 mois, si on est alerte à 4 mois, bah, le temps de demander l'IRM, on tombe sur les 5-6 mois, parce que nous, grosso modo, on ne vous les opérera pas trop avant 6 mois. On va toujours laisser une chance à la nature de se guérir. Donc, les séquelles douloureuses, dans lesquelles on va intégrer les conflits antérieurs, les douleurs résiduelles sur le ligament le LTFA, dont on va vous parler un petit peu Damien tout à l'heure. L'autre grand sujet pour nous, c'est cette instabilité de cheville. L'instabilité de cheville, je vous rappelle, c'est quand le patient ressent encore une sensation d'instabilité, a des dérobements ou a fait plus que 3 entorses. Et ça, le premier traitement de cette instabilité de cheville, c'est vous, c'est-à-dire de travailler la stabilité fonctionnelle pour remettre les patients sur leur rail et qu'ils n'aient pas de sensation d'instabilité après vos séances de kinésithérapie. Par contre, si on est déjà chez un patient qui a fait 4-5 entorses, bien sûr qu'il faut travailler la stabilité fonctionnelle, mais je pense qu'à un moment, il faudrait quand même qu'il y ait un avis chirurgical et qu'on voit ces patients, pas forcément pour les opérer, c'est toujours une discussion, on est sur de la chirurgie fonctionnelle, mais une discussion avec le patient serait intéressante. Enfin, si on a une franche laxité par rapport au côté contralatéral, il y a quand même encore une petite place pour une discussion avec le patient. Mais c'est un peu comme les ligaments croisés. On ne va pas forcément opérer tous les patients qui ont des lésions. Là, c'est pareil, tous les patients instables, on va systématiquement les opérer, mais ça mérite quand même qu'on en discute, notamment en cas d'échec du travail de la stabilité fonctionnelle. Donc, n'oubliez pas, à la fin de vos séances, une fois que vous avez traité votre patient de son entorse de cheville fraîche, de lui faire un petit questionnaire et lui dire, voilà, où est-ce qu'on en est? On a fini. Moi, je trouve que vous avez une bonne stabilité fonctionnelle. Vous fermez les yeux, vous nous faites en unipodal, vous nous faites une petite image en étoile, voilà, vous arrivez à vous baisser, vous arrivez à sauter. Ça a l'air d'être pas mal sur la stabilité fonctionnelle. Mais il faut poser en plus les questions. Est-ce que vous avez une sensation d'instabilité dans la vie quotidienne ou pas? Est-ce que vous avez une sensation d'instabilité quand vous marchez sur un terrain instable? Est-ce que vous avez une sensation d'instabilité quand vous reprenez le sport? Si vous ne l'avez pas encore repris, bah, reprenez un peu et on va voir ce que ça va donner. Posez cette question. Est-ce que vous avez des dérobements? Ah oui, oui, bah, j'ai une bonne stabilité fonctionnelle, hein. Quand je fais l'exercice avec vous, ça va, hein, mais quand je suis sur des pavés, j'ai des dérobements. Ça nécessite des avis chirurgicaux. Et si le patient est à plus que 3 entorses, ça nécessite aussi un avis chirurgical. Alors, ok, ça c'est pour le chronique, mais quand est-ce qu'on doit adresser un patient au médecin? Donc pas forcément au chirurgien. Donc chirurgien, j'entends par là que nous, on est quand même là pour opérer les gens. On rappelle que dans une semaine, la moitié du temps, on est au bloc opératoire et on a beaucoup moins de consultations qu'un médecin qui ne fait que consulter toute la semaine. Donc on peut difficilement voir tous les patients qui ont un problème médical ou chirurgical de cheville. Alors, quand est-ce qu'on va aller s'intéresser à envoyer un patient au médecin, médecin traitant, médecin rééducateur ou médecin du sport? Eh bien, lorsqu'on va suspecter en aigu ou en subaigu un diagnostic différentiel ou un diagnostic associé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'entorse du ligament latéral externe. Donc, c'est cette fameuse discordance clinique, et ça, c'est à vous de mettre le doigt dessus, et c'est vraiment le cas de le dire. C'est-à-dire que si la douleur ne ressemble plus du tout après la fonte de l'œdème au bout d'une semaine, 2 semaines, à une entorse du ligament latéral externe et que c'est plutôt à Chopard ou que c'est plutôt les fibulaires, que c'est autre chose, eh bien, il faut mettre le doigt dessus et se dire, tiens, est-ce qu'on ne devrait pas alerter et justement aller voir le médecin traitant ou autre pour sortir le patient de son tunnel, comme on dit, d'entorse du ligament latéral externe. Ensuite, si vous avez une suspicion clinique d'un autre diagnostic, et puis en particulier de tendon d'Achille, là, il faut vite se réveiller quand même, et là, à la limite, directement demander au chirurgien un avis. Ensuite, l'impotence fonctionnelle, je vous en parlais un peu tout à l'heure.
voilà, au bout de 15 jours, le patient il a toujours des béquilles, il a toujours très très mal. On a beau avoir fait les critères d'Ottawa qui ne nous demandent pas de faire de radio, à 15 jours, il faut quand même faire des examens complémentaires. Donc là aussi, il faut renvoyer le patient au médecin traitant pour aller un petit peu plus loin. Il y a quelque chose qui se passe quand même d'anormal dans cette cheville. Avec un peu de chance, c'est juste une entorse grave qui met du temps, mais il y a peut-être d'autres choses en plus. Donc à 15 jours, on s'inquiète un peu. Et puis, je vous le disais, l'arrêt de travail ou l'impossibilité vraiment de reprendre une activité physique un peu plus intense à 6-8 semaines, c'est quand même pas tout à fait normal. Je vous ai mis les examens à côté. Les examens qui, ça ne vous concerne pas, c'est pas vous qui allez les demander, mais je vous explique quand même. Les examens qu'on peut avoir rapidement, c'est l'échographie et les scanners. L'IRM, on a toujours ça en un mois ou en 4 semaines, ou alors il faut appeler, supplier pour l'avoir. Donc, l'écho et le scanner, ça nous permet d'éviter et d'éliminer quasiment tous les diagnostics différentiels ou associés. Donc, c'est des examens rapides, assez peu chers et qu'on peut avoir facilement. L'IRM, on va par contre la réserver plutôt aux cas chroniques. Donc, quand on est dans de l'aigu et du subaigu, qu'on veut éliminer des trucs, écho-scanner. Et quand on est plutôt sur du ah bah tiens, est-ce qu'il ne devrait pas se faire opérer parce qu'il n'a pas une instabilité, il faudrait faire le bilan avant de voir le chirurgien, on sera plutôt sur l'IRM. Alors tout ça pour vous expliquer en introduction un peu ce que c'est que notre réseau SOS Cheville, parce que on s'est quand même aperçu que il y a des SOS mains un peu partout en France. C'est bien, il y a bien un bon maillage comme ça du territoire en SOS mains. Et vu tous ces diagnostics différentiels qui sont ratés, le fait que lorsqu'on fait des IRM, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de lésions que juste une entorse de ligament latéral externe, on pourrait se dire que ça serait pas mal d'avoir des centres qui feraient des SOS cheville. Par contre, sur le même mode qu'un SOS main, on s'est vite aperçu que c'était complètement impossible. La première des raisons, c'est qu'en fait, en SOS main, il y a moins de patients, donc il y a moins de traumatisme et plaies de la main qu'en de traumatisme de la cheville. Donc le nombre de patients est quand même plus restreint. Et ils ont quasiment tous besoin d'un geste chirurgical. Donc, c'est une structure qui marche bien avec des chirurgiens de garde, un peu d'urgentistes au début qui regardent un peu les plaies et qui débrouillent un peu le terrain, mais c'est un système qui fonctionne bien comme ça. Nous, c'est impossible. On ne peut pas mettre de garde un chirurgien pour faire des SOS cheville compte tenu de la faible nécessité d'opération en urgence immédiatement. Et à l'inverse, dans certains cas, on a des choses très, 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 très graves qui vont, comme une fracture du pilon tibial ou une fracture des deux os de la jambe, qui vont nécessiter toute une organisation de trauma center avec du matériel particulier, fixateur externe et des choses, des tables de traction pour pouvoir réduire, que des centres, par exemple, privés comme moi ou celui de Damien, n'avons pas. Donc, les choses très, très, très graves qui seront urgentes, on ne va pas pouvoir s'en occuper. Et puis, le tout venant, finalement, n'a pas besoin systématiquement de voir le chirurgien. Donc, le système du SOS main avec voir à chaque fois un chirurgien pour un problème de la cheville n'est pas possible. D'où l'idée d'aller créer un réseau de SOS cheville qui est un peu virtuel. Alors, au début, je m'étais demandé, tiens, on va faire un groupe WhatsApp, mais alors ça pose le problème de si on met le nom du patient, tout le monde le voit, enfin, c'est totalement impossible pour la confidentialité et pour le secret médical. À ça, on rajoute que nous, nos délais de consultation, ils sont relativement importants. Ils sont importants parce que, comme je vous le disais, on consulte la moitié du temps par rapport à un médecin, et sur cette moitié du temps, on voit les post-op, et donc les post-op, ils nous bouffent aussi plein de temps. Donc on n'a pas beaucoup de plage pour pouvoir voir systématiquement plein de patients qui n'ont pas de problème a priori purement chirurgical. D'où cette solution de téléexpertise. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, la téléexpertise, c'est le fait de réaliser un avis médical de professionnel de santé à professionnel de santé. C'est-à-dire de ne pas passer par une téléconsultation. On ne dit pas aux patients d'aller prendre rendez-vous en téléconsultation avec un autre praticien. On discute directement du dossier, comme si on discutait sur WhatsApp ou sur un système de chat du patient. C'est organisé par la sécurité sociale, mais par des logiciels qui sont privés. Il y a plusieurs types de logiciels. Celui qui m'a semblé le plus approprié à ce système, c'est un logiciel qui s'appelle OmniDoc, et qui est français, et qui nous permet en fait d'avoir un cocon, je dirais, pour ce réseau SOS Cheville. Alors pour l'instant, le réseau SOS Cheville, vous le voyez là sur cette diapo, on a Paris, on a Metz, on a Strasbourg, on a Dijon, et puis on a Montpellier. Donc on a certains centres sur la France, c'est naissant, bien entendu, mais pour l'instant, on n'a pas tant besoin d'avis non plus, parce que en réalité, c'est assez peu connu.
Et ce qui est peu connu, c'est que puisqu'il s'agit d'une vraie télé-expertise, eh bien, c'est rémunéré. C'est-à-dire que eh bien, le praticien, nous, on va être rémunéré de 20 euros et la personne qui pose la question, le requérant, est aussi rémunéré de 10 euros. Et ça, c'est vrai que c'est assez peu connu. Et donc, ça, c'est certainement un frein parce qu'on se dit, ah, on va perdre du temps ou on va déranger. Ben non, en fait, quelque part, c'est payé. Donc, c'est valorisé, en fait. Cette télé-expertise est valorisée. L'inscription au site, enfin, au site ou au logiciel est totalement gratuite. Il n'y a pas d'abonnement, en fait. Là, on n'a pas quelque chose, on n'a pas de frein, en fait, financier pour rentrer sur la plateforme. Un petit exemple là, moi j'avais une patiente ou un patient avait demandé, bah, là, il y a mon nom, hein, donc voilà, on m'avait dit, elle présente des douleurs de cheville 2 mois dans les suites d'une entorse de cheville au foot. Très bien, les douleurs ne régressaient pas, donc on a demandé une IRM et sur cette IRM on a retrouvé une ostéochondrite. Donc voilà, on a demandé le repos. Qu'est-ce qu'on doit faire grosso modo? Habituellement, avec ce type de patient, le praticien, donc là c'est un médecin généraliste, qui s'occupe de ce patient-là, il demande l'IRM, mais il est coincé parce qu'il va demander au patient de prendre rendez-vous avec moi et je vais avoir rendez-vous, il va avoir rendez-vous dans 6 semaines à 2 mois après la consultation, dans le délai, il ne sait pas quoi faire. Et là, ce qui est très pratique, c'est que d'une part, je peux lui dire, bon, bah, c'est très bien, il n'y a pas besoin de mettre des béquilles ou quoi que ce soit, on reste comme ça, traitement fonctionnel, on continue. Continuer la kiné, c'est très très bien. Par contre, ce qui serait intelligent, c'est de demander un autre examen. Donc, moi, ça me permet de dire, tiens, on va demander un arthroscanner, comme ça, quand je la verrai en consultation, on ne devra pas encore demander, moi, je ne devrais pas demander l'examen complémentaire et attendre de nouveau un mois que le patient l'ait passé. Et en plus, on rassure tout de suite le patient le patient et son praticien. Un exemple ici avec un kiné qui m'avait posé une question, besoin d'un avis chirurgical dans un contexte de rupture partielle du tendon d'Achille, objectivé à l'échographie. Vous voyez que là, c'est le kiné qui est interpellé parce que lui, en fait, il voit le patient tous les 2 jours avec son problème de rupture du tendon d'Achille partiel, et peut-être que son médecin, il le voit moins. Donc, c'est le kiné qui prend le problème à bras le corps et puis qui va me joindre directement pour me dire, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je dois continuer la kiné? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut le voir tout de suite ou pas? Ou voilà. Donc, en réalité, pour une rupture partielle du tendon d'Achille, l'urgence n'est pas véritablement là. Et là, bah, c'est pareil, il me fallait une IRM, donc j'ai demandé qu'on fasse une IRM. Vous allez me dire, bah, si les kinés, il n'a pas le droit de prescrire une IRM, bien entendu, mais avec cet avis qui est en fait colligé quelque part, c'est-à-dire que ça rentre sur le dossier partagé du patient, et la possibilité qu'a aussi le kiné d'imprimer en fait mon avis, eh bien, il peut très bien imprimer ma réponse, le donner au patient et lui dire, ben voilà, vous pouvez aller voir votre médecin traitant, vous avez déjà l'avis chirurgical. Donc si le kiné dit, ah, il faudra peut-être faire une IRM, le médecin traitant, il va être un peu réticent et être un peu gêné que le kiné puisse connaître plus de choses que lui, ça arrive. Eh bien là, dans ce cas-là, vous avez l'avis du chirurgien qui a dit, bah, faut faire une IRM, donc le médecin traitant, il va être content parce qu'on lui a finalement fait gagner du temps et il va pouvoir donner suite au problème du patient et régler le problème. Donc le principe est bien là, c'est poser des questions, répondre aux questions, et souvent de manière assez rapide. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de faire des textes sans fin. Voilà, c'est tout de suite, tac, tac, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut gagner du temps, pas gagner de temps? Moi, il m'arrive qu'on me pose des questions sur des fractures qui sont importantes et où je réponds, bah non, il faut aller au CHU parce que c'est une fracture en urgence, il faut aller dans un trauma center. Voilà, mais au moins, on explique et on dit, on oriente les gens pour répondre à leurs questions le plus rapidement possible. Alors, en clair, comment ça marche? Il suffit de vous inscrire sur OmniDoc, c'est tout gratuit. Quand vous êtes sur OmniDoc, vous cherchez le réseau SOS Cheville. Quand vous êtes sur le réseau SOS Cheville, eh bien, vous trouvez le praticien qui est le plus proche de vous. À ce moment-là, vous lui posez la question et puis vous attendez la réponse. Une fois qu'il y a la réponse, eh bien, on peut facturer sur le logiciel et c'est la sécurité sociale qui va vous payer directement, directement quand vous aurez voilà, fait comme une feuille de soins dégradée en fait. Bon, après, ça c'est à voir directement avec le logiciel, ils vous expliqueront comment facturer. Donc voilà, après SOS Cheville, de manière générale, c'est aussi donc des formations.
Donc, ça s'adresse à tous les professionnels de santé. Ça, j'adore faire ces formations parce qu'on a en même temps des médecins généralistes. La dernière fois, j'avais des médecins généralistes, j'avais des urgentistes, j'avais des rééducateurs fonctionnels, bien sûr des kinés. Et en fait, du coup, il y a une discussion justement qui est pluridisciplinaire qui se met dans la salle et dans la pièce. Et puis, tout le monde peut donner son avis. Et ça, c'est des formations qui sont vraiment super agréables. D'ailleurs, un peu de retape. Donc, on a les 2 prochaines formations à Metz, justement avec Damien Bloch et moi-même, un samedi matin, 24 mai. Et puis à Strasbourg, samedi, toute la journée. La formation là est un peu plus longue, le 21 juin. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous inscrire. Pour s'inscrire, c'est facile. Vous allez sur le site soscheville.com. Vous suivez professionnel de santé, puis formation. Et vous pourrez vous inscrire sur les formations. Elles sont en DPC et en FIFPL. C'est fini pour la retape. Si vous êtes vraiment très intéressé par la cheville et le pied, vous pouvez nous suivre sur le Facebook ou sur notre YouTube SOS Cheville. On vous donne quelques infos, quelques cas cliniques. Et voilà. Donc voilà, je vous ai un peu présenté notre idée de SOS Cheville. Je vous remercie de votre attention. Je pense qu'on pourrait peut-être laisser directement la parole à Damien pour qu'il nous fasse son topo sur l'arthroscopie, si ça vous va. Et pour ma part, je répondrai à vos questions peut-être à la fin. Merci de cette intervention et effectivement, merci aussi pour les questions posées dans le chat. Il y en a quelques-unes que je me permettrai de lire à voix haute pour l'enregistrement. Merci, Dr Bloch. Alors bonsoir à tous. Alors j'enchaîne donc sur le côté plutôt chirurgical désormais pour vous montrer un petit peu ce que nous on pratique au quotidien avec Frédéric. Et donc du coup là, ce sera donc les techniques arthroscopiques proposées dans un contexte d'instabilité ou de douleur de cheville persistante à la suite donc d'un traumatisme. Donc, pour résumer, l'arthroscopie de cheville a quand même un intérêt important dans l'évolution de cette chirurgie, puisqu'elle nous permet d'analyser tous les diagnostics associés à l'entorse, c'est-à-dire les éventuelles lésions osteochondrales, comme on peut voir en bas à droite sur la photo avec une lésion du talus. Une exploration articulaire complète, donc explorant donc le plan ligamentaire externe, donc le LTFA et le calcanéo-fibulaire. On peut également réaliser un testing dynamique en péropératoire qui nous montre bien donc une laxité. On peut analyser la syndesmose, le plan latéral médial, la capsule articulaire et donc le cartilage. En bas, alors, je ne sais pas si on voit moi je ne le vois pas. Donc là en bas, on a une vision arthroscopique avec la visualisation du tibia et du talus. En haut à droite, on a sur la photo la fibula au fond, le talus sur la droite et un LTFA qui est un petit peu distendu là, avec une petite rupture proximale. Et on a une belle photo de corps étranger également. Donc c'est toutes ces petites lésions associées qu'on peut traiter également nous pendant l'intervention qui peut être associée donc, à une rupture ligamentaire. Donc l'arthroscopie a cet intérêt-là, elle a aussi l'intérêt de réduire donc, des douleurs post-opératoires par rapport à un ciel ouvert, diminuer les risques cutanés bien entendu, avec une récupération qui est dite plus rapide. Ici, donc, on va analyser un petit peu, on va se focaliser donc sur le plan latéral avec des petites photos de lésions ligamentaires avec en A donc un gradin avec un ligament distendu. Donc là, on parle du ligament talofibulaire antérieur. Et en B, on a une avulsion donc complète du LTFA qui est couché. En C, on a un grade 3 avec un ligament plutôt fin, sans réellement résistance mécanique. En D, on a une image où il n'y a plus rien, on n'a plus le ligament, la gouttière est vide. Et en E, on voit bien le ligament, le LTFA bien tendu. Donc ça, c'est pour montrer un petit peu différentes lésions qu'on peut observer en péropératoire sous arthroscopie pendant donc cette intervention. Donc là, on va discuter surtout deux techniques. Donc on a deux solutions pour réparer le plan ligamentaire externe sous arthroscopie. On parle de réinsertion, de réparation. On peut parler également donc de reconstruction. Bon, là, c'est plutôt une ligamentoplastie anatomique.
et je parlerai vite fait du conflit antérieur. Donc, la réinsertion, la réparation, c'est ça, plutôt des patients qui ont donc une instabilité récente, comme disait Frédéric. Donc, ce sont des patients qui présentent des douleurs avec une instabilité qui persiste au-delà de 4-6 mois du traumatisme et chez qui on met en évidence à l'IRM ou à l'arthroscanner une rupture isolée et proximale du ligament talofibrulaire antérieur. On peut voir également parfois des petits arrachements osseux radiographiques et généralement on attribue donc une réparation pour des lésions qui sont inférieures à 10 mm. Donc, le but du traitement, ça va être donc de rattacher en gros le ligament talofibrulaire antérieur à la fibula par une technique arthroscopique. Et donc, on va redonner une retente du LTFA. Et donc, l'objectif est donc de diminuer les douleurs, notamment, et de réduire l'instabilité et donc du tiroir antérieur. La technique donc de cette réparation simple, directe, ça va être donc de réattacher via une ancre le ligament talofibulaire antérieur. Alors ici, on voit un ligament sous arthroscopie qui est complètement distendu, hein, qui a une avulsion de la pointe de la fibula. Et donc, après avivement un petit peu de la malléole et nettoyage du ligament, on va aller réinsérer ce ligament au niveau de la pointe grâce à une ancre qu'on va insérer au niveau de la pointe de la fibula. Donc ici, c'est après réparation où on voit le ligament qui est à nouveau stable, bien tendu, et donc on a une réparation satisfaisante. Un autre exemple ici de cette lésion du LTFA avec donc une désinsertion de la partie proximale. L'insertion du talus est toujours là. Et donc l'objectif, on va faire un pré-trou, on va passer un petit fil autour du LTFA ou passer dans d'une pince et on va aller ensuite monter le fil sur une ancre et on va réinsérer comme ça, on redonnait une tension du LTFA. Ici, on a donc le résultat à la fin où on a donc restabilisé le patient et une fois que l'intervention est faite, on met en place une botte. Donc c'est une chirurgie qui se fait en ambulatoire, on a peu de complications, hein. Généralement, moi je donne pas d'appui la première semaine avec une reprise d'appui progressive donc sous couvert de cette botte pendant 3 semaines au global et je la relais avec une petite attelle ligamentaire pour 3 semaines supplémentaires. La rééducation, on la met en route au bout d'un mois, plutôt passive au début, avec une remise un peu en confiance du patient et un travail actif après les 6 premières semaines. La reprise de l'activité professionnelle est, si possible, à partir du 2e mois, et à partir du 3e mois, on peut envisager une reprise d'activité en ligne et une reprise d'activité de tout sport à partir du 4e mois. Donc ça, c'est pour tout ce qui est rupture donc plutôt isolée du ligament talofibulaire antérieur. En cas, par contre, de instabilité chronique, où là, on va mettre en évidence plutôt une rupture complète du ligament talofibulaire antérieur et du ligament calcanéo-fibulaire, on va plutôt parler de reconstruction. C'est-à-dire que là, la réparation sera insuffisante pour redonner satisfaction au patient. Il faut donc passer par un geste de reconstruction en prélevant un tendon au niveau du genou, généralement homolatéral, et on va prélever donc un tendon de la patte doigt qui est le gracile, qui va nous permettre de reconstruire tout le plan ligamentaire externe. Donc, on va reconstruire le LTFA et le LCF. Donc, ça s'adresse donc à des patients avec une vraie instabilité chronique. On voit sur l'image en bas à droite une zone bleue. Donc, ça, c'est la zone d'insertion au niveau du talus. Ça sera une zone où on va créer, nous, un tunnel à cet endroit qui se situe entre la beer zone, qui est localisée au-dessus de l'insertion. C'est une zone chauve hein, qui est dépourvue de cartilage au niveau du talus et on regarde et juste en dessous on a la soutalienne, donc on se place juste entre les deux et là on va réaliser un premier tunnel à cet endroit-là. Un deuxième tunnel sera également réalisé au niveau du calcanéum et un autre au niveau de la fibula, ce qui va nous permettre donc de reconstruire ce plan ligamentaire externe.
Donc, dans un premier temps, on fait un tunnel qui est généralement bicortical au niveau du calcanéum, puis on va réaliser un tunnel borgne au niveau du talus et un tunnel fibulaire. Une fois que les tunnels sont créés, on va passer le transplant qu'on aura préalablement prélevé et on va donc le fixer au niveau du talus, puis on va le faire repasser au niveau de la fibula. Celle-ci sera fixée par un petit endobouton, c'est un petit implant métallique qui permet donc de retenir le, le tendon au niveau de la fibula et ensuite on va le fixer au niveau du calcanéum. Ça, c'est une image en haut à droite arthroscopique avec le LTFA qui vient se passer dans la malléole latérale et on voit le LCF, donc ce transplant qui va passer ensuite derrière pour s'insérer au niveau du calcanéum. Donc, c'est une intervention qui se fait également en ambulatoire. Généralement, je donne un petit peu près les mêmes consignes, c'est-à-dire que je redonne un appui plutôt à une semaine, sous couvert d'une boîte de marche pendant 3 semaines, et je relais ça par une attelle ligamentaire, avec une rééducation qui débute également généralement au bout d'un mois. La reprise d'activité professionnelle peut se faire au bout de 2 mois. La course à pied, vélo, piscine, plutôt autour du troisième, quatrième mois. Une reprise des activités sportives à partir du 6e mois. Donc voilà, donc ça c'est un peu les deux interventions qu'on propose dans ce cas de figure, dans ces difficultés, devant ces patients qui présentent une instabilité résiduelle de cheville et ou de douleurs résiduelles, hein, parce qu'on peut très bien avoir donc des douleurs résiduelles en lien avec un conflit antérieur et d'une entorse de cheville mettant en évidence une rupture du ligament talo-fibulaire antérieur, mais sans forcément qu'un patient ait une instabilité. Alors, le conflit antérieur, il a plusieurs causes. Alors déjà, ce sont des douleurs antérieures du récif articulaire qui sont reproduites lors d'une flexion dorsale. On peut avoir le signe de Gaulois qui, donc, du coup, est une douleur reproduite quand on palpe le patient, on palpe donc la gouttière antérolatérale et on fait une flexion dorsale et on reproduit donc la douleur que présente le patient. C'est vraiment un écrasement tissulaire du récessus, donc de toute structure située dans le récessus tibio-talien antérieur. Alors, ça peut être en lien avec des ostéophytes au niveau du tibia. Là, on peut voir 2 photos arthroscopiques avec des ostéophytes au niveau du pilon tibial. On a aussi une petite réaction au niveau du talus également. On peut avoir un épaississement des tissus synoviaux qui peut également provoquer ce conflit. L'épaississement du tissu fibro-cicatriciel également donc du collatéral latéral, du collatéral médial, mais également du ligament tibio-fibulo antéro-inférieur. Donc ça peut être également d'origine mixte, tissulaire et osseux. Et donc on a aussi cette notion de micro-instabilité, hein, cette lésion du LTFA isolée qui peut ne pas forcément, un patient ne peut ne pas forcément ressentir une vraie instabilité. Et cette notion de micro-instabilité, c'est plutôt donc des tiroirs antérieurs répétitifs liés à cette lésion du LTFA qui va provoquer donc des signes de conflit antérieur avec potentiellement un épaississement du plan ligamentaire et donc des douleurs. Donc les causes sont multiples. Alors généralement aussi la topographie elle est soit antérieure, antérolatérale et médiale, parlons du conflit. Et donc bon, on a plusieurs causes. On a les tumeurs. Alors ça c'est un traitement à part, carcinologique. Et ce qui nous concerne plutôt nous, donc c'est le post-traumatique. Alors ce qu'on va proposer d'un point de vue chirurgical, ça va être donc la résection éventuellement d'ostéophytes, comme on a vu sur les diapos précédentes. Donc là c'est une image après résection des ostéophytes au niveau du tibia. On a également comme cause l'instabilité de cheville. Donc là, pareil, on a le traitement arthroscopique en cas d'échec de la kinésithérapie. Et on a l'arthrose de cheville. Donc là, comme solution, on peut avoir le traitement infiltratif et le traitement de l'arthrose également chirurgical. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, également le conflit, il y a des microtraumatiques. Donc là, c'est l'infiltration et également l'arthroscopie qui pourrait être proposée. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour là des différents traitements qu'on peut proposer d'un point de vue chirurgical. Je ne sais pas s'il y a des petites choses à rajouter, Fred, sur ce que toi tu fais aussi de ton côté. Tu as été parfait. Juste, Voilà, j'ai essayé d'être concis. ouais, tu l'as bien dit, j'aime bien rappeler qu'il y a une intrication quand même. C'est-à-dire que comme le ligament croisé,
peut être à l'origine de lésions du cartilage et de lésions des ménisques, parce que les ménisques sont sursollicités parce qu'il n'y a plus de croisés. De la même manière, l'instabilité de cheville va favoriser les conflits antérieurs, osseux et tissulaires, et va favoriser les lésions du cartilage, et va favoriser à terme la survenue d'arthrose. Donc l'instabilité de cheville, c'est aussi un problème qui va s'étendre en fait, hein, comme la luxe valgus qui va donner des orteils en griffe et puis des métatarsalgies après. Donc il est quand même un peu dangereux de laisser courir une instabilité chez un patient jeune, mais pour autant, attention, on n'est pas en train de vous faire le discours qu'il faut tous les opérer comme le croisé. Mais à l'inverse, si on a un patient avec une lésion ostéochondrale du dôme du talus, ou si on a un patient avec un conflit antérieur de cheville, j'espère que tu ne me contrediras pas, Damien, on va aller facilement traiter l'instabilité dans le même temps, réinsérer le ligament en même temps qu'on fait la lésion du cartilage, sous peine que la lésion du cartilage ne veuille pas bien se guérir ou ait tendance à récidive avec le temps, et de même pour le conflit. Donc l'instabilité de cheville est un peu la maladie générale qui va ensuite donner plein de petites pathologies secondaires, comme les lésions ostéochondrales du dos du talus, le conflit intérieur, mais aussi des choses que vous allez retrouver plus vous, comme la tendinopathie des fibulaires, par hypersollicitation des fibulaires, parce qu'ils doivent essayer de rattraper ce que ne tient plus le ligament. Je pense que tu es d'accord avec moi, Damien. Oui, tout à fait. Alors, sinon, j'ai vu plein de questions, hein. Donc, et des super questions. J'ai même commencé à mettre des petits pouces quand je crois que les questions étaient bien. Donc, je vais vous les reprendre dans l'ordre, hein. Je pense qu'on on peut faire ça maintenant. Où est-ce qu'on en est? La Est-ce qu'on première, peut- c'est Émeric. Ouais, Émeric. Est-ce qu'on peut considérer. Alors, je vais me permettre de répondre sur mon topo, peut-être pour commencer. Et si tu veux rajouter quelque chose, Damien, tu me coupes. Est-ce qu'on peut considérer une instabilité congénitale sans épisode d'entorse? Non. L'instabilité de cheville, elle va être, comme on l'a vu dans la définition scientifique, hein, elle va découler d'une entorse de cheville au départ. Et après l'entorse de cheville et la lésion, on est soit de Cooper, soit instable. Par contre, on peut être hyperlaxe ou Voilà, hyper. c'était justement là où je voulais en venir. Voilà. Considérer une laxité qui va être congénitale, mais est-ce que le patient peut, lui, décrire quand même une instabilité? Oui, il va décrire des signes d'instabilité, mais on a du mal à en parler d'instabilité maladie, en fait. C'est un peu la difficulté dans l'instabilité, c'est que c'est en même temps un signe à l'interrogatoire, et puis c'est en même temps le nom de la maladie. Donc c'est vrai que le patient va se décrire comme instable, mais on parlera d'hyperlaxité, et on ne sera pas du tout dans la catégorie des patients qui rentrent dans les critères scientifiques et puis qu'on va pouvoir étudier. Non, s'il est hyperlaxe, son problème, c'est son hyperlaxité et son hypermobilité. Et on ne parle pas d'instabilité congénitale. On garde le terme d'hyperlaxité pour ça. Toute la difficulté, c'est que les hyperlaxes peuvent quand même faire des lésions ligamentaires. Et nous, on est du coup très, très, très gênés pour leur proposer des gestes chirurgicaux parce qu'on a peur que l'hyperlaxité rende caduques nos interventions chirurgicales et qu'on les ait finalement opérées pour rien. Mais en même temps, on a parfois des gens qui sont hyperlaxes qui me disent bah, depuis que j'ai l'entorse à droite, je ne vais plus du tout bien à droite. Alors parfois, on se laisse quand même aller à leur proposer une opération pour essayer quand même de remonter leur stabilité de cheville à ce qu'ils étaient avant, sachant qu'ils resteront quand même complètement hyperlaxes. Ça, on ne pourra pas le changer. Ok, merci pour la précision. Du coup, question numéro 2, quand on parle de transentorse du même faisceau, alors justement, j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, c'est aussi faute de temps. Le faisceau antérieur, le faisceau moyen, ils sont en continuité. Et donc, on ne va pas aller vraiment différencier 3 entorses du faisceau antérieur ou 3 entorses du faisceau moyen. C'est un complexe ligamentaire, on appelle ça le complexe ligamentaire externe, et c'est un tout. Donc, quand on parle de lésion, que ce soit le faisceau antérieur ou le faisceau moyen, ce qui compte, c'est quand même le fait que le patient refait des entorses, parce qu'a priori, enfin, refait des lésions ligamentaires après les traumatismes en inversion, parce que, a priori, son ligament n'était plus capable de le tenir. Alors après, c'est toute la difficulté. Quand on parle de 3, s'il s'est fait tacler 3 fois, bah, peut-être qu'il n'a pas vraiment une instabilité. Mais ça, c'est assez délicat hein, de répondre à ça. Donc, si c'est un traumatisme qui est toujours extérieur, bon voilà, s'il n'a pas bien fait la kiné, et j'ai vu qu'on parlait du ROST tout à l'heure, si le ROST il n'a pas été fait à chaque fois, et bien tout repris, tout le bilan n'a pas été fait, et s'il refait une entorse, bah, il faudrait peut-être quand même d'abord reprendre
tout le reste avant tout de suite l'opérer. Donc, nous, on n'est pas billes en tête. Vous avez fait 3 entorses? Je vous opère la semaine prochaine. Vous avez fait 3 entorses. Combien vous avez fait de séances de kiné? Est-ce que le kiné, il a bien tout pris en compte? Est-ce que vous avez vu un kiné qui est vraiment intéressé et qui connaît le reste? Voilà, c'est ça en fait le principe. Hein. Nous, je ne veux pas passer le message de l'hyperchirurgien qui va absolument tout opérer. Donc, j'ai répondu aussi à la question du reste. Donc, 3 entorses du même faisceau, oui. S'agit-il d'une entorse du même faisceau? Ben, c'est la même question. Voilà. Alors, sur le radiologue, là, j'ai mis un petit smiley avec la petite goutte qui coule. Dommage qu'il n'y ait pas de radiologue pour savoir s'il regarde systématiquement tous les ligaments. Ça, c'est un problème. Effectivement, moi, je réinterprète toujours toutes mes IRM et je le regarde moi-même. Le problème est que le faisceau LTFA, il est maintenant beaucoup décrit en 2 faisceaux. C'est-à-dire que dans le faisceau antérieur, vous avez la partie supérieure et vous avez la partie inférieure. Et il se trouve que souvent à l'IRM, certains radiologues qui ne connaissent pas trop, s'ils voient le faisceau inférieur, une toute petite partie de faisceau, ils disent « Ah ben il n'y a rien, parce que je vois le faisceau inférieur. » Mais en fait, la partie supérieure du faisceau, elle a pété. Et du coup, ben, il y a quand même une lésion du ligament. Donc parfois, je rattrape et je suis un peu embêté parce que le patient me dit IRM normal sur le compte-rendu. Et puis moi, je les passe au bloc quand même parce que j'ai revu l'IRM et la partie supérieure du faisceau était tout de même abîmée et le patient était instable. Quelqu'un voulait réagir? Que ça ne fasse pas trop monologue non plus. Hein. Là, vous pouvez, on n'est qu'une quarantaine. Vous pouvez prendre la parole aussi hein, si vous voulez. Non, juste sur l'imagerie, éventuellement, l'arthroscanner est également un examen qui peut aussi être un peu plus sensible sur les ruptures du LTFA. On le voit beaucoup mieux sur l'arthroscanner parfois que sur une IRM. Mais bon, c'est quelque chose d'invasif quand même. Donc bon, il y a toujours cette question-là. Mais c'est vrai que des fois, l'arthroscanner permet de faire un diagnostic plus aisément. Ensuite, j'avais si le patient a fait au moins 3 entorses et est dans une situation d'instabilité et que l'IRM ne montre rien, que peut-on proposer au patient? Bah, le patient, dans ces cas-là, il est dans une hyperlaxité. Donc, ça veut dire que nous, on n'est pas bon. Donc, on ne va jamais aller lui proposer un geste chirurgical s'il n'a pas de lésion ligamentaire. On ne peut pas remplacer par un ligament en ligamentoplastie, en reconstruction anatomique. On ne fera pas mieux que son ligament natif. Donc, là, on n'a pas d'opération si pas de lésion. Nous, on a besoin d'avoir des lésions. Le principe, c'est de retrouver une lésion. Après, le patient peut avoir une lésion qui n'a pas été décrite par le radiologue sur le compte-rendu. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des chirurgiens spécialisés dans le pied et la cheville qui vont regarder systématiquement leurs IRM et analyser leurs ligaments. Je serais bien incapable d'analyser une coiffe des rotateurs. Voilà, moi, je me suis spécialisé pour connaître aussi l'IRM, savoir interpréter les examens. Reprendre le bilan Rust complet, ben oui, bien sûr, ça c'est la base, mais c'est votre taf. Hein. Donc ça, attendez, je vous l'avais retrouvé là. Moi, j'aime bien celle-là. Voilà, ça, vous n'avez vraiment pas de chance. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ça, c'est votre boulot. Voilà. Il faut prendre tout ça en compte. Hein. C'est votre taf. Et ça, c'est notre boulot. Alors, c'est vrai que pour nous, les choses sont quand même un tout petit peu plus simples. On a un ligament qui est pété, on va pouvoir le réparer. Vous, par contre, faut bien prendre en compte toutes les données qu'on peut avoir pour expliquer une instabilité fonctionnelle. Mais on a chacun un petit peu notre précaré, le côté rééducation et le côté chirurgical. Eh ben, je vais finir, je vais te laisser peut-être faire les questions suivantes. Si tu veux bien, Damien, je peux te les poser. Fini la ligamentoplastie avec le 3e fibulaire. Alors, Ton interrogation. troisième fibulaire, alors je ne sais pas, peut-être qu'on doit parler de l'hémicastin ou du castin, ça devait être ça. Alors oui, en tout cas pour ma part, c'est fini, la ligamoplastie n'est pas anatomique, hein, parce que du coup on est extra-articulaire. Donc là, c'est un prélèvement ou d'un émi ou donc, une partie d'un des fibulaires pour stabiliser la cheville. C'est une chirurgie euh, qui a J'ai pas. été beaucoup pratiquée en France. Hein, donc oui, oui, terminé. Oui. Alors, si je peux me permettre une petite, justement, Oui. d'ajouter un petit quelque chose. Là, on perd un peu de logique parce que si on va aller prélever un fibulaire, dont vous avez besoin, vous kiné,
pour travailler la stabilité fonctionnelle. Si on vous enlève un de vos outils pour travailler la stabilité fonctionnelle en chirurgie, on ampute la possibilité d'avoir une bonne stabilité fonctionnelle. Donc, on conseille maintenant au maximum de ne pas toucher au fibulaire pour aller faire ses castings et d'aller maintenant plutôt faire des ligamentoplasties qui sont anatomiques, réparation ou reconstruction. Quand on parle de troisième fibulaire, le troisième fibulaire existe, on peut faire des ligaments au troisième fibulaire aussi, mais il faut qu'il y en ait un. Et il est totalement inconstant ce muscle. Donc, lorsque on fait des ligamentoplasties au fibulaire, c'est soit un castin ou un hémicastin. Dans un hémicastin, on va prendre le court fibulaire, qui est un déstabilisateur actif de la cheville, ou alors un troisième fibulaire, mais il faut qu'il y en ait un. Donc, en fait, cette chirurgie, elle est peu réalisée, mais possible. Autre question, Damien, prélèvement du greffon du gracile se fait par arthro du genou. Alors non, ça se fait à ciel ouvert. On fait un petit prélèvement au niveau de l'insertion, hein. C'est comme quand on prélève le semi-tendineux ou même le gracile associé quand on fait une ligamentoplastie de genou. Donc c'est une même petite incision au niveau du genou. On va prélever à ciel ouvert avec une petite incision, hein, qui doit faire 3 cm, hein, pour ma part. Et voilà. Donc après, non, c'est un petit geste à ciel ouvert et après on passe à l'arthroscopie de la cheville. Est-ce qu'il y a une fragilité accrue au troisième et quatrième mois, comme pour la ligamento du croisé antérieur? Alors forcément, hein, on est sur un patient qui a une instabilité depuis un moment, donc il est en phase de récupération, il est dans une phase de troisième, quatrième mois plutôt de réathlétisation, hein, donc ouais, il est susceptible de faire. Il faut protéger un peu sa cheville puisque d'un point de vue musculaire, il est encore peut-être encore un petit peu insuffisant pour reprendre toute activité sportive, notamment des sports de contact, quoi, hein. Alors, si je peux rajouter un petit truc, moi, je pense vraiment, et ça, c'est un travers qu'on a, mais même nous, chirurgiens, il faut arrêter de comparer le ligament croisé et puis notre ligament latéral externe. Nous, on a un ligament qui, certes, est en partie articulaire, mais qui est globalement peu articulaire dans son ensemble, contre un ligament croisé qui est articulaire et central. Ce n'est pas du tout le même fonctionnement. Merci à toi, Sandra aussi. Là aussi, j'ai encore un micro d'ouvert, si vous Et voulez je me bien. permets, c'est Madame Houdet qui a son micro ouvert et qu'on entend. Si elle peut couper. Merci. Donc oui, il faut arrêter de trop comparer. C'est pas du tout les mêmes articulations, c'est pas les mêmes fonctionnements. La sollicitation du ligament latéral externe se fait quand même beaucoup lorsqu'on fait un mouvement d'inversion. Lors d'un déroulé du pas normal, on n'a pas une mise en tension extrême comme on peut l'avoir dans le croisé. Dans le croisé, il y a une espèce de lutte permanente pour essayer de récupérer des mobilités articulaires qu'on a quand même beaucoup moins au niveau de la cheville. Donc, ce n'est pas vraiment les mêmes objectifs. Sur notre cheville, on va malheureusement être exposé à des récidives d'entorse, même une fois que la ligamentoplastie est faite, parce que c'est comme ça, on a beaucoup de traumatismes de la cheville. Les gens, ils avaient des traumatismes de la cheville avant leur ligamento, ils en auront s'ils font du sport, encore après. En croisé, on ne pense pas avoir plusieurs fois des ruptures du croisé. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes logiques et il faut essayer, à mon avis, de séparer la chirurgie du croisé du ligament latéral externe. Moi, j'ai tendance à trop parler, il faut que je... Conflit antérieur peut-il être aussi dû à un traumatisme sur le dôme du talus, Damien? Peut-être aussi, alors je sais pas, c'est peut-être par rapport à, ouais, il n'y a pas trop de rapport. Après, voilà, on a les lésions du dôme thalien, hein, les lésions osteochondrales, les osteochondrites, et on a les conflits antérieurs liés à des ostéophytes. Enfin voilà, c'est deux choses un peu différentes là pour moi, hein. Pour moi aussi, ouais, il faut avoir deux régions, enfin deux organes différents, le cartilage et le conflit, c'est pas pareil. En cas d'échec d'infiltration pour une arthrose de cheville, quel est le traitement chirurgical? Oh là, là, on va se lancer dans des réponses. Question, une arthrodèse. Je te laisse peut-être Alors, répondre. Après, là, ne t'étends pas parce que là, on pourra parler 1 heure dessus, hein. ouais. Non, mais après, oui, bah, l'échec d'infiltration dans une arthrose de cheville, il faut déjà voir l'état de l'arthrose de cheville. C'est simplement des petites lésions ostophytiques ou un vrai pincement articulaire, ou là, avec une raideur, ou là, oui, on peut
faire une arthrodèse. Mais généralement, quand on a un pincement articulaire avec une grosse arthrose, l'infiltration sera un échec de toute façon. Là, j'ai une question un petit peu plus longue. Afin de préserver votre travail, il est préférable de parler en phase fonctionnelle que de plutôt temporelle. Ça, on peut en discuter. Un mois sans rééducation peut nous amener à des traitements compliqués en kiné, comme des AMI des fibulaires, et à de grosses amyotrophies. Pourquoi ne pas proposer une remise en charge progressive infradouloureuse avec un complément, avec du blood flow restriction, par exemple? À noter, avant que tu répondes à la question, que j'ai à peu près le même protocole que toi avec une botte pendant 3 à 4 semaines après mes interventions. Donc, je te suis sur le protocole. Est-ce que tu veux répondre ou est-ce que tu veux que je commence? C'est comme tu veux. Vas-y, vas-y. Ok. Alors, dans l'idée, effectivement, il faut comprendre que la chirurgie, on ne va pas y retourner 14 fois. Donc, pour nous, on va préférer que le patient ait une petite amyotrophie et une petite raideur de cheville et peut-être de l'AMI avec ces fibulaires qui ne vont pas bien répondre parce qu'on veut absolument préserver notre traitement chirurgical pour ne pas avoir à y retourner. C'est la catastrophe si le patient a enlevé sa botte, s'est refait une entorse et a redéchiré notre ligament, bah c'est foutu, quoi. Il faut le réopérer. Donc, pour nous, c'est dangereux. On est en phase de danger. Et donc, on a toujours tendance, nous, chirurgiens, à vouloir être prudents parce qu'on ne peut pas y retourner. On ne peut pas se dire, ah ben voilà, je vais vous le retendre un peu, je vous repars la semaine prochaine. Ce n'est pas envisageable. Et souvent, en plus, si le traitement a raté, le ligament s'est redéchiré, il n'est plus réinsérable de la même manière. Et pareil pour le transplant. Donc, nous, on ne peut pas y retourner plusieurs fois, donc on est forcément prudent. Et le patient nous en voudra si les suites n'ont pas été simples. Donc, on va toujours être extrêmement prudent dans nos suites. Et c'est vrai que on va aimer mettre une botte de marche. Maintenant, au niveau de l'appui, c'est clair que on peut reprendre un abus immédiat ou garder une petite semaine. Le patient, de toute façon, il risquera d'avoir un hématome, donc on va quand même pas vouloir trop forcer au départ. Mais on va être assez attaché à l'immobilisation. D'autres chirurgiens, vous allez trouver des gens qui mettent immédiatement les gens en attelle. Ça peut se discuter, à savoir quand même que la mise en attelle immédiate est quand même un peu inconfortable parce qu'on a, un, des cicatrices, deux, on a un pied qui est relativement gonflé, on rentre pas bien dans son attelle. Le fait d'être en botte est quand même plus confortable pour le patient, raison pour laquelle on l'utilise 3 à 4 semaines. Et là, on a le même protocole, on n'en a pas discuté avec Damien, mais il se trouve que là, on tombe à peu près sur le même protocole. Bien sûr que ça va donner de la raideur. Bien sûr que ça va donner de l'amyotrophie, que vous aurez un dysfonctionnement des fibulaires, mais on a une récupération qui est, je trouve, hyper rapide par rapport à nos ligaments croisés. Enfin, franchement, on n'est pas du tout là. Ça aussi, hein, quand on lit un peu votre texte là, je ne sais pas qui c'est, Julien, on a vraiment l'impression que ça découle du ligament croisé. Et là, on n'est pas du tout sur les mêmes, effectivement, problématiques, hein. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question, hein. Un patient opéré d'une entorse de cheville douloureuse à 6 mois, le chirurgien a uniquement réalisé un peignage des fibulaires. Qu'en pensez-vous? Alors, si je peux, je réponds juste, un patient opéré d'une entorse, il a dû être opéré d'une instabilité, je pense. Ou alors il n'avait pas d'instabilité, il avait une tendinopathie et il a été opéré d'un peignage des fibulaires. On dit plus trop peignage, on dit plutôt ténosynovectomie. Mais voilà, alors après, je ne sais pas si toi tu veux répondre un peu, Damien, là-dessus. Non, Tu me laisses non. aussi. Voilà, je pense que là, il y a confusion. Il a dû Mm. être opéré d'une tendinopathie des fibulaires par une ténosynovectomie. S'il avait une instabilité avant, je pense que Damien et moi, un peu spécialisés dans le pied et la cheville, on aurait préféré stabiliser sa cheville en pensant que la stabilité de la cheville est le préalable à guérir la tendinopathie des fibulaires. Tu es d'accord avec moi? Bah voilà, réponse, ce n'est donc pas une entorse. Il y avait une réponse dans le chat déjà. Quid des prothèses de cheville, hors sujet, si on ne veut pas aller terminer jusqu'à minuit, là, je vais me permettre de ne pas y répondre parce que là, on pourrait en parler des heures. Beaucoup de vos questions ne posent pas ces questions. Lesquelles? En tant que chirurgien? Il est où, Julien? Alors, il ne s'intéresse pas assez à ce qui a été fait en rééducation et se base essentiellement sur la douleur et le nombre de récidives pour aller opérer. Bah, bien sûr, hein. C'est pour ça qu'on essaye de monter un réseau avec que des chirurgiens qui sont spécialisés dans le pied et la cheville.
Et vous avez une révolution quand même sur l'arthroscopie de cheville. Aujourd'hui, vous avez des arthroscopeurs de cheville dans toutes les grandes villes de France, hein. Vous en avez à Strasbourg, vous en avez à Metz, vous en avez à Lyon, vous en avez à Toulouse, vous en avez à Bordeaux, vous en avez à Paris. Donc, dans toutes les régions de France, vous aurez des arthroscopeurs, mais pas dans tous les CH de France et pas dans toutes les cliniques de France. Donc, nous, on a une vision qui est très hyper spécialisée avec des techniques d'arthroscopie, mais c'est pas l'image de la chirurgie orthopédique générale. Et un chirurgien qui va faire une arthroscopie d'épaule, puis un ligament croisé et une cheville, il va pas avoir autant d'expérience qu'un chirurgien qui fait que du pied et de la cheville. Donc, c'est sûr que nous, là, avec vos notions, avec les notions que je vous avance, on est très dans la kiné, on s'intéresse beaucoup. Le ROST, on connaît. Le nombre de chirurgiens qui connaissent le ROST, à mon avis, c'est vraiment que les chirurgiens du pied et de la cheville qui sont au courant de ça. Donc, oui, l'idée, c'est vraiment de discuter sur ces sujets qui intègrent beaucoup la kinésithérapie et qui voilà, essayent de faire vraiment le pont entre, c'est le principe de SOS Cheville, le pont entre la kiné et la chirurgie. J'ai eu résultat catastrophique chez un patient avec cette méthode, ok. Empirer l'état du patient, oui, ben oui. Les troisièmes fibulaires, c'était la question piège, ok. Tiens, ça, Damien, tiens, en cas de fracture de la fibula, arrive-t-il souvent que le complexe latéral soit moins tendu? Tu as une idée sur ça? Alors, quand on parle de fracture de la fibula, on parle plutôt d'un arrachement osseux. On parle une fracture qui nécessite une ostosynthèse. Théoriquement, le plan ligamentaire, il n'a pas été touché, hein, à part euh, voir où se situe la fracture. Après, c'est simplement un arrachement au niveau osseux de la pointe. Là, oui, on a le complexe latéral qui se désinsère, en fait. Il est attaché dessus. Donc après, chirurgicalement, quand c'est simplement la pointe de la malléole avec des petits arrachements osseux, on a ce ligament qui est, enfin, ce petit morceau d'os qui est dans le ligament et ça témoigne des insertions de toute façon. Excusez-moi, enfin, je parlais plus de la fracture du quart moyen inférieur avec les trois quarts supérieurs qui arrivent assez souvent. Enfin, moi, j'en rencontre souvent, enfin, relativement souvent, c'est quand même pas. Et La fracture typique de la malléole externe, quoi. pas vues et elles sont souvent pas déplacées. Ou alors on met une botte gonflable pendant un mois ou un mois et demi, mais elles sont souvent pas vues. Et puis j'ai remarqué que des fois, justement, à cet endroit-là, il y a un petit renflement du péroné, enfin de la fibula, ce qui veut dire que c'était une demi-fracture qui s'est consolidée. Et je voulais savoir au niveau des ligaments. Merci. Donc, c'est exactement ce que disait Damien, grosso modo, lorsque vous avez la force qui va s'appliquer, le mécanisme lésionnel qui va s'appliquer à la cheville, soit il pète la fibula, soit il pète le ligament. Il ne peut pas péter le ligament et la fibula en même temps, ou alors, ça peut arriver, mais alors c'est relativement rare. C'est-à-dire qu'il a fallu plusieurs mécanismes qui s'allient, c'est possible. Il m'est arrivé, je ne sais pas si ça s'est arrivé, mais quand je faisais de la traumato assez fréquemment, bon, bah, tiens, le ligament est aussi désinséré, on va le suturer dans le même temps que la fracture, mais ça reste assez rare parce que pour nous, c'est pas logique. Il faut qu'il y ait la force va faire soit l'os, soit les ligaments. Oui, Par mais contre, comme je vous disais, les ligaments sont souvent abîmés, puis cicatrisés, puis abîmés, puis cicatrisés, puis abîmés, puis cicatrisés. De la même manière, avec une instabilité de cheville, on peut facilement faire des nouveaux traumatismes en inversion de la cheville, et dont un peut-être une fracture de la fibula. Donc peut-être qu'en fait, c'est juste un patient instable qui a fini par un traumatisme en inversion qui n'a pas donné une nouvelle entorse, mais qui a donné une fracture de la fibula. Et donc on se retrouvera après avec une fracture de la fibula et un ligament qui ne tient pas, mais qui ne tenait déjà pas d'avant. Troisième point important, comme disait Damien, si on a un arrachement osseux, c'est-à-dire qu'en fait le ligament, au lieu de se déchirer au niveau de son corps, bah, il arrachait un morceau d'os, et bien là on est beaucoup plus dans le cadre d'une entorse avec arrachement osseux que d'une fracture de la fibula. Mais vous parliez de la fracture de la fibula. Donc non, normalement, fracture de la fibula ou entorse grave du LLE, on n'a pas les deux en même temps. ouais. Mais enfin, excusez-moi, souvent, enfin, j'ai remarqué, la fibula est à moitié cassée. Effectivement, en général, si c'est la fibula qui casse, c'est pas le ligament.
Mais Ouais. j'ai l'impression que parfois, j'ai des patients, la fibula est devenue un peu de travers le quart inférieur, c'est-à-dire Mhm. qu'on sent un petit renflement au niveau de la fracture de la fibula. Donc, on peut penser que le quart inférieur est un peu en biais, peut-être. Enfin, je ne sais pas, c'est une supposition. Je Dans ces repose. cas-là, on va parler de cal vicieux, c'est-à-dire que la malléole externe, elle s'est cicatrisée dans une mauvaise position, mais elle s'est consolidée. Donc c'est un cal vicieux. Et les cals vicieux ne sont pas connus pour créer de l'instabilité ou aller détendre le ligament. Par contre, une fracture, un arrachement osseux ou une fracture avec... bon, parfois, que je vous parlais d'arrachement osseux, on a parfois juste un tout petit morceau, une pointe qui s'arrache. Et parfois, on a un état intermédiaire entre la fracture de la fibula et l'arrachement osseux, avec un gros morceau, en fait, d'arrachement osseux. Et celui-là, parfois, effectivement, comme le ligament s'insère dessus et que ce morceau ne se cicatrise pas bien, eh bien, il peut être un peu déplacé et entraîner un peu une instabilité. Moi, il m'est arrivé de temps en temps de devoir ouvrir donc des malléoles avec des instabilités secondaires, d'aller enlever le gros morceau et ensuite d'aller réinsérer le ligament après avoir enlevé ce gros morceau. Mais ça reste des cas vraiment, vraiment rares. Et le cal vicieux, avec une malléole externe qui se serait cicatrisée de travers, normalement, ne donne pas particulièrement d'instabilité de cheville, pour répondre à votre question. OK? Alors, on a parlé d'infiltration. Est-ce que ça modifie la qualité des tissus? Et est-ce que cela peut poser un problème pour la réinsertion? Oula, très très bonne question. Je suis sûr que tout le monde ne pense pas pareil. Écoute Damien, si tu veux, sinon moi je peux. Bah, non, c'est une bonne question parce que voilà, en effet, l'infiltration. Alors, on va parler d'infiltration dans de patients qui ont présenté des douleurs, qui présentent des douleurs résiduelles, éventuellement après une rupture du ligament talocubulaire antérieur, sans parler d'une instabilité, hein. Donc, c'est plutôt dans le cadre d'un conflit, finalement, post-rupture du LTF1, de micro-instabilité qui entraîne ces douleurs-là. Et donc, du coup, on peut proposer parfois, on voit les médecins du sport, etc., qui font un traitement infiltratif de ce compartiment-là. Alors, ça marche pas. La qualité tissulaire, alors oui, ça peut parfois un petit peu plus coller, lorsqu'on va nous intervenir derrière, avoir un aspect de tissu un petit peu plus délicat lorsqu'on va opérer, mais bon, après, la question est difficile. Enfin, on ne peut pas forcément reprocher à avoir fait faire infiltrer un patient à un médecin du sport. Je sais pas ce que tu Ouais, en penses. ouais, pour ma part, moi je suis toujours un peu stressé des injections de corticoïdes. J'ai quand même peur que ça agénésie un petit peu les tissus, mais il n'y a aucune preuve scientifique aujourd'hui pour les interdire. Donc voilà. Par contre, infiltrer un tendon, c'est une catastrophe. Donc Oui. infiltrer un tendon d'Achille dans la gaine des corticoïdes, c'est un crime. Infiltrer un tibial postérieur, ça peut se concevoir en prévenant le patient que le tibial postérieur peut péter après. Donc, ça peut se concevoir avant d'opérer les gens d'opérations lourdes, dans un dernier recours, mais les infiltrations de corticoïdes des tendons doivent être a priori évitées. Les injections de corticoïdes, maintenant, ils se sont un peu calmés, hein, nos collègues rééducateurs et rhumatologues, avec l'arrivée des PRP. Et donc, ils font beaucoup plus de PRP. Et on est beaucoup plus favorable aux injections de PRP, même s'il n'y a pas de preuve scientifique que ça fonctionne, mais au moins, ça ne fait pas de dégâts comme peuvent le faire les corticoïdes. Par contre, un conflit antérieur, bah, vous avez trop de masse de tissu, vous faites une injection de corticoïdes, bah là, ça a son sens, puisque vous voulez justement agénésier les tissus fibulaires qui ont cicatrisé en trop. Donc, ouais, dans les conflits, oui, mais dans le ligament latéral externe, moi, je suis assez timide. Je Merci. confirme. Merci à vous. Écoutez, bah voilà, parfait. Donc, on a déjà quelques petits remerciements. Merci de remercier, c'est gentil. Euh, En tout cas, un grand merci donc à l'URPS. L'accueil des kinés, moi je trouve qu'il est toujours hyper chaleureux. Moi je fais comme ça des formations maintenant depuis 2-3 ans avec SOS Cheville en présentiel ou autre. Et je dois bien dire que les kinés sont toujours extrêmement chaleureux avec des questions toujours pertinentes. Donc voilà. Après, il y a certainement un biais de sélection, hein. Ceux qui s'inscrivent au cours, c'est quand même ceux qui sont les plus intéressés puis qui veulent avancer et qui veulent apprendre. Donc bien sûr qu'il y a un biais de sélection. Mais voilà, franchement, j'aime beaucoup faire des cours au kiné avec vous et discuter. Là, c'était particulièrement intéressant sur l'immobilisation. Il y a eu des questions très pertinentes. Donc, je vous remercie énormément.
Donc voilà, merci Corinne de nous accueillir et puis merci Damien d'avoir pris part à ce webinaire. Je vous rappelle que si vous avez envie, vous pouvez toujours vous inscrire aux formations en présentiel qui sont... Parce que là, on a l'impression de bâcler en fait presque, hein. En 1 heure, on doit dire plein de trucs et tout. On a vachement de trucs à vous dire. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire aussi à nos formations en présentiel sur Metz et sur Strasbourg. Moi, je me remercie de vos topos, c'est franchement de qualité et très concret, très pratique. Moi, je pensais qu'il y aurait eu plus de questions sur la téléexpertise. Ah, Moi, oui, c'est vrai. j'essaie, voilà, d'encourager chacun de vous de vraiment déjà télécharger OmniDoc. C'est pas difficile. J'y suis arrivée en 5 minutes, donc c'est pas compliqué du tout. Et franchement, n'hésitez pas à utiliser ce principe de téléexpertise. Moi, je trouve que ça formidable par rapport à mon début de carrière où on n'osait rien faire. Là, on peut vous joindre, on peut vous contacter presque du jour au lendemain. Et vraiment, c'est génial. Et c'est surtout génial pour faire gagner du temps dans le parcours de soins du patient. C'est Voilà, ça. donc j'espère que chacun d'entre vous qui était connecté ce soir vont se tenter à OmniDoc. Et Et c'est vraiment, vraiment, vraiment facile. Voilà. Et puis, parfois, en fait, vous ne nous dérangez pas parce que si vous nous demandez, tiens, j'aimerais vous envoyer une aponévrosite plantaire, bah, moi, l'aponévrosite plantaire, je ne peux pas l'opérer, je ne vais pas l'aider. Donc, je vais vous répondre très simplement, bah non, je ne vais pas le voir. Vous l'envoyez au rhumatologue ou au rééducateur. Et le patient ne perd pas de temps, en fait. Et donc, vous ne m'avez pas dérangé, j'ai trouvé une solution. Le patient n'a pas perdu de temps en consultation. Moi, je n'ai pas une consultation où je n'ai pas opéré le patient, il n'a rien à faire chez moi. Donc, en fait, du moment que les questions sont courtes, nous, on va y répondre facilement. Et puis, si on vous dit non, c'est pas pour nous, bah, c'est pas pour nous. Faut taper à une autre porte. Donc, ça permet vraiment d'affiner la communication. En tout cas, merci. Et puis, j'espère même qu'on pourra récidiver. Merci et à Bonne bientôt. soirée. Bonne Merci à tous. soirée. Bonne soirée, merci pour tout et Voilà. merci Merci à aussi tous de votre aux gens présence. qui nous regardent en replay. Voilà. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Allez, au revoir.